Merci Rachida, merci le collectif Agile Algérie de nous avoir réunis et de m'avoir invité pour cet événement en fait de parler d'agilité. Alors parler d'agilité, c'est aujourd'hui c'est quelque chose d'essentiel. Pourquoi? Parce que l'agilité, ben, c'est le contraire de rigidité. Et le souci, c'est que cette rigidité-là, en fait, que connaît le monde en général et en particulier l'Algérie, elle n'est pas en reste. Ça a des conséquences en fait, ça a des impacts, ça a des crises. Et aujourd'hui, je vous invite justement à voir quels sont les enseignements de Sun Tzu, qui est un général chinois qui a écrit L'art de la guerre il y a 2500 ans, et dans lequel en fait il met des préceptes pour les dirigeants et pour les leaders. Donc Sun Tzu fait partie des premières personnes à avoir parlé de leadership, à avoir parlé de l'art de savoir diriger et de justement de fédérer autour de quelque chose les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, il s'agit de voir comment cet art-là peut servir à l'agilité pour nous aider à traverser cette crise sociétale que les organisations connaissent en fait dans le monde du travail, qui est aussi une crise personnelle quelque part et que vous connaissez peut-être dans vos organisations. Et certaines organisations, en fait, elles ont pu détecter ça et c'est pour ça, en fait, qu'elles ont enclenché ce qu'on appellerait des transitions agiles. Donc aujourd'hui, je vous invite justement à voir le lien entre tout ça et de voir comment l'agilité et comment ce leadership peut nous aider à avoir un monde meilleur. Donc, Azouf Lawan, bonsoir, bonjour à tous et salam alaikum. Je m'appelle Rafik Meki, j'ai 43 ans. Je suis natif d'Oran, je suis binational également et je suis coach agile. Alors, en parlant justement d'agilité, et je le rappelle, c'est le contraire de rigidité, vous avez ici peut-être reconnu la première valeur de l'Agile Manifesto. Les individus et leurs interactions priment sur les processus et les outils. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec cette première valeur-là? Ben, elle a comme ambition d'inverser la tendance qui nous a été léguée par le siècle dernier. Et là, vous reconnaissez Charlie Chaplin dans justement les temps modernes, où c'était les outils et les process et l'être humain, en fait, était considéré comme une machine. Donc là, aujourd'hui, il s'agit d'inverser cette tendance-là et il s'agit en fait tout simplement d'enchanter les individus. Il va falloir remettre l'individu au cœur des préoccupations. Et aujourd'hui, il est urgent justement d'agir. Il est urgent en fait de remettre l'humain au centre de ses préoccupations. Il est urgent de rebâtir la confiance, de donner du sens et d'avoir plus d'adaptabilité. Aujourd'hui, plus que jamais, avec le contexte qu'on vit. Alors, pour détailler tout ça et avant d'y aller, j'ai envie de vous raconter une histoire. J'ai envie de vous raconter l'histoire de ce monsieur-là que vous voyez, et c'est mon père en fait. En 1958, il est devenu instituteur. Et en 1962, l'Algérie a connu son indépendance. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Je lui ai demandé, il m'a raconté ces histoires. Il s'est passé qu'il y a eu un grave problème dans le sens où plusieurs écoliers se retrouvaient sans enseignants. Et donc, c'était un problème grave. Parce que quand on parle d'absence d'enseignants, on parle d'un risque potentiel de décrochage scolaire et on parle de vie impactée. Donc, c'était quelqu'un, en fait, qui était engagé dans sa mission et j'espère pouvoir revoir bientôt. Il s'est réuni justement avec ses confrères, ses collègues et c'était la même chose sur tout le territoire algérien. Il fallait faire quelque chose. On ne pouvait pas se permettre de laisser des enfants sans être scolarisés. Donc, il s'est passé qu'ils ont décidé de sillonner tout le territoire algérien, chacun dans sa région, chacun dans son coin, pour aller essayer de détecter en fait ceux qui avaient ce potentiel-là d'être instituteurs pour pouvoir combler ce vide-là entre 62 et 63,
le temps de donner à l'État algérien justement le temps de se réorganiser et d'avoir un ministère qui fonctionne. Mais d'ici là, il fallait agir, il fallait faire quelque chose, il fallait être empathique avec ceux qui voulaient rejoindre l'enseignement, il fallait les former, il fallait régler des problèmes logistiques et aussi tout le monde n'était pas fait pour l'enseignement. Donc c'était pas parce qu'il y avait une urgence qu'on pouvait se permettre d'avoir un enseignement qui soit violent ou autre. Donc c'était une année charnière. Et mon père avec ses confrères, ça s'est passé pour eux dans le domaine de l'éducation, mais il n'y avait pas que le domaine de l'éducation qui était concerné. Il y avait le domaine de la santé, il y avait le domaine de l'agriculture, il y avait le domaine de l'industrie. Et je vous invite à demander à votre entourage, ceux qui, vous êtes là, vous êtes connectés, vous pouvez demander à vos entourages par la suite, à vos parents, à vos grands-parents, de vous raconter en fait ce qui s'est passé durant cette année charnière où l'Algérie a dû faire face à un changement, où il fallait s'adapter. Vous seriez surpris de ce que vous pourriez entendre de votre propre entourage. Et les collègues de mon père et lui-même, ils ont appliqué peut-être Sun Tzu sans même le savoir. Alors, pour revenir à Sun Tzu, maintenant, je vais décrire un peu quelques préceptes au fur et à mesure où on avancera dans cette présentation et on va faire le lien avec le leadership. Parce que le leadership aujourd'hui, on a vu ça dans l'Agile Manifesto, dans la première valeur de l'Agile Manifesto, on a vu que c'était une affaire d'humain. Et tant que l'intelligence artificielle, peut-être qu'elle arrivera à le faire dans quelques années, mais aujourd'hui, ce sont bien les humains, des gens comme vous, comme moi, comme tout le monde, qui sont capables de le faire. Et est-ce que tout le monde est fait pour être leader? Bien sûr que non. Il va savoir, c'est une question d'envie et c'est une question aussi de valeurs humaines. Et justement, en parlant de valeurs humaines, il en a parlé énormément Sun Tzu dans sa sagesse. C'est quelqu'un en fait qui n'aimait pas la guerre et qui invitait justement à ne pas rentrer en guerre. Et dans ce manuel-là, l'art de la guerre, c'est un manuel en fait qui est bourré de bons concepts et qui ont plein de sens. Aujourd'hui, l'art de la guerre est enseigné partout. Il est enseigné au-delà de son application militaire dans les écoles militaires, il est enseigné dans les écoles de management, dans les écoles de commerce, dans les écoles d'administration. Et ce qu'il a dit Sun Tzu aux leaders, il les invitait, donc malgré l'ère féodale, malgré le fait qu'on soit dans une structure militaire donc très hiérarchique et très disciplinée, où les officiers, par exemple, ils avaient le pouvoir d'ordonner des instructions à leurs soldats, il les invitait justement à ne pas le faire. Ça peut paraître paradoxal. Il les invitait justement à être un dirigeant exemplaire. Donc, un grand dirigeant pour Sun Tzu, c'est quelqu'un qui commande par l'exemple et non pas par la force. Et quand on parle d'exemple, on parle d'exemplarité. Et là, c'est le mot inspiré. En fait, ce qu'il demandait, Sun Tzu, il demandait aux leaders et aux dirigeants d'être inspirants. Donc, le leadership, c'est la capacité à inspirer. Et nous avons tous eu face à faire à des situations comme ça, où nous avons eu des gens qui devaient nous suivre par le cœur, ou nous avons nous-mêmes suivi quelqu'un par le cœur. Donc, en fait, il s'agit d'une manière d'exercer cette influence-là. Et le leadership, donc, c'est un savoir-être et un savoir-faire. Et qui dit un savoir-être et un savoir-faire, on parle de compétences. Et à partir de ce moment-là, c'est une compétence qui se développe. Alors là, aujourd'hui, je vous ai préparé, disons, 3 aspects du leadership par Sun Tzu. Il y en a en vérité 7, mais j'ai choisi de vous transmettre en fait les 3 en relation directe avec le sujet d'aujourd'hui. Il y a un distinguo à faire entre le leadership, donc cette compétence, et le management. Le management, être un manager, être un responsable d'équipe, être un chef d'équipe, un chef de département, un directeur, c'est une autorisation
En fait, c'est une autorité qu'on reçoit de l'organisation. C'est à distinguer du leadership. Le leadership, c'est une compétence du manager. Et pour illustrer cela, vous avez peut-être reconnu les 7 pays en fait au monde aujourd'hui dans le Guardian, il a écrit un article dans ce sens qui décrit les leaders, en fait les leaders qui ont le mieux géré la crise Covid. Et ce sont des personnes qui justement ont su faire appel à cette intelligence collective, ont su s'adapter, ont su organiser des réponses politiques proactives et coordonnées. Et ça, c'est important en fait de le garder en tête parce que ces leaders-là, en fait, on peut dire que ce sont des managers parce qu'elles ont reçu justement cette autorité et cette responsabilité. Alors au début, je vous ai parlé d'une crise. Quelle est la crise aujourd'hui? La crise aujourd'hui que connaît le monde du travail, le monde professionnel, et l'Algérie n'est pas en reste, est une crise grave. Pourquoi? Parce qu'on a une absence d'équilibre. On a un triangle entre l'engagement, la motivation et la satisfaction. Et aujourd'hui, en fait, vous pouvez regarder le rapport Gallup où ils indiquent justement avec des travaux qu'ils réitèrent chaque année, seulement 15% en fait de la population active est engagée. Mais attendez, ce n'est pas fini parce que l'engagement n'est pas suffisant. Vous pouvez très bien être engagé sans être motivé et sans être satisfait. Là, on est plus proche du burn-out qu'autre chose. On peut très bien être motivé par, disons, une motivation extrinsèque, telle que la rémunération, sans forcément être engagé et satisfait. Et on peut très bien être satisfait sans forcément être engagé et motivé. Là, par exemple, aujourd'hui, je pense qu'on est 500 connectés à peu près. Je vous invite à faire le ratio. Ça veut dire qu'on est à peu près 70 personnes de tous ceux qui sont connectés, qui sont engagés. Et encore, si on creuse la motivation et la satisfaction, ce ratio, il va baisser. Donc, c'est un réel problème partout dans le monde. Et l'Algérie est également concernée parce que ce qui est intéressant, c'est que les chiffres qu'on donne dans ce rapport-là, mondiaux, l'Algérie se rapproche de cette moyenne-là. Alors, le souci, c'est quoi? C'est le cercle vicieux. Il y a un cercle vicieux qui s'installe et qui s'est installé et que nous avons hérité et que l'humanité, en fait, traîne derrière elle depuis le siècle dernier. Depuis le siècle dernier, on est dans ce cercle-là. Il est grand temps d'en sortir. Nous avons une peur qui, justement, donne beaucoup de contrôle et la contrôle engendre la méfiance et la méfiance engendre encore plus la peur. Donc tout ça, en fait, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que nous vivons en fait des mauvaises expériences professionnelles avec un fort impact sur nos vies personnelles et nos vies privées. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même si on est schizophrène, on est la même personne. On a des besoins humains insatisfaits. On se pose plein de questions et on ne se sent pas bien. Quand on a des problèmes au travail, le travail pour grand nombre parmi nous, c'est ce qui donne du sens, c'est ce qui nous donne notre place dans la société. Donc le travail est important et ce qui impacte l'un impacte l'autre. Pour revenir à Sun Tzu et pour revenir sur le leadership, et pour citer Eric Chabot, qui est un conférencier qui parle de confiance, pour lui, en fait, j'aime bien cette phrase que je veux partager avec vous. Le leadership, c'est l'équilibre entre l'amour du pouvoir et le pouvoir de l'amour. Donc là, Sun Tzu, en fait, ce qu'il disait aux dirigeants, et c'est ce qu'il disait aux autres généraux, parce que, encore une fois, il faut remettre les choses dans leur contexte, on essaye d'extrapoler. Il disait, aimez vos gens, je suis en train de lire, aimez vos gens, procurez-leur tous les secours, tous les avantages, toutes les commodités dont elles peuvent avoir besoin. Peut-être certains parmi vous ont pu reconnaître ici les traits du servant leadership. Donc, il leur demandait en fait de comprendre les troupes, comprendre les gens qui les suivent. Donc là, il demande d'être empathique. Pourquoi? Pour bâtir la confiance. Aujourd'hui, on vit une véritable crise de confiance. Et ça,
c'est ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que ça a des conséquences, ça a des impacts sur nous. Et l'empathie n'est pas le seul facteur qui peut influencer la confiance. Il a parlé de bienveillance, il a parlé même d'intelligence émotionnelle, sans peut-être le terme, il l'avait pas, mais il a parlé d'intelligence émotionnelle. Il a parlé du développement de belles valeurs humaines. Donc, être empathique pour bâtir la confiance, c'est le conseil numéro 1 qu'envoyait Sun Tzu pour les leaders. Le deuxième point, c'est unir les hommes autour d'une volonté commune. Ça veut dire donner du sens, en fait. C'est retrouver le sens de pourquoi on fait les choses. En fédérant la volonté commune, on arrive à retrouver le sens. En donnant plus de sens, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et là, sur cette partie-là, j'ai envie de vous raconter l'histoire, en fait, d'un dirigeant que j'avais accompagné dans une organisation qui était dans une situation financière très difficile. Et l'avenir même de l'entreprise était en péril. Et il devait en fait signer un contrat avec une grande banque française. Et cette banque française leur a demandé d'être présent sous 3 mois dans un salon avec une innovation digitale. Or que le digital n'était pas du tout dans le scope de cette entreprise. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce qui allait se passer avec ces équipes? Parce que ces équipes, depuis des années, elles fonctionnaient dans un mode de travail siloté, donc elles communiquaient, mais avec une communication limitée, et elles n'avaient pas l'habitude de livrer en incrémental et en itératif. Et si ça allait continuer comme ça, s'ils allaient adresser cette innovation avec leur manière de travailler, ben en fait, ils allaient rater l'échéance tout simplement. Et je lui ai demandé s'il avait partagé ça avec l'équipe. Ben, sa réponse, elle était la suivante. Non, parce que chez nous, nous n'avons pas l'habitude de partager des risques stratégiques comme ça avec les employés, parce que cela risque de les stresser, et du coup, on les protège. C'est louable, c'est compréhensible, c'est même tout à son honneur. Seulement, la question que je lui ai reposée par la suite, je suis un peu un bulldog dans mes accompagnements, je lui ai posé la question s'il pouvait aujourd'hui se permettre de faire comme d'habitude. Et il a suffi de poser cette question pour qu'il ait ce qu'on appelle un insight en coaching, c'est-à-dire il a eu une prise de conscience. Et ça n'a pas tardé. Le lendemain, il a réuni l'équipe, il a réuni les équipes, il a montré de l'empathie en disant oui, c'est vrai, ça fait des années que vous fonctionnez d'une certaine manière et j'en suis responsable. Aujourd'hui, voilà l'état, voilà la situation. Et ça a permis justement aux équipes de reprendre confiance parce qu'ils ont montré de l'empathie. Il s'est ouvert aux équipes. Et il n'a pas imposé l'agilité. Vous allez avoir un talk tout à l'heure avec Laurent Sarrazin où il va vous parler justement de l'invitation, de l'importance d'inviter l'agilité. Et bien là, il s'agissait de l'inviter. Et avec cette prise de position, avec cette ouverture, avec le sens qu'ils ont partagé, ce qui s'est passé, c'était magique. Ils étaient présents à ce standard-là. Alors effectivement, l'application n'était pas opérationnelle à 100%, mais c'était suffisant pour la banque pour qu'elle puisse signer commercialement avec le deal et obtenir ainsi un sursis. Donc là, ce qui est intéressant chez ce monsieur-là, c'est que il s'est également adapté au nouveau monde. Nous vivons dans un monde complexe et dans un monde incertain. Et cela veut dire qu'on n'arrive pas à expliquer les choses, qu'il n'y a pas de lien évident entre une cause et un effet. Ça veut dire que nous sommes dans une interconnexion telle que les choses fonctionnent sans vraiment avoir une prévision par rapport à ce qui va se passer. Et ça, je vous invite à regarder Edgar Morin qui a une histoire avec l'Algérie, qui parle de ce siècle-là comme étant le siècle de la complexité. Il dit que ce siècle-là devrait être le siècle de la complexité. Et quand on parle de complexité, on parle d'émergence. C'est-à-dire on a des choses nouvelles qui font leur apparition, qui n'étaient ni prévues, ni logiques, ni planifiées.
et il va falloir dealer avec. Et le meilleur exemple que vous connaissez aujourd'hui de cette complexité-là, c'est le fait que cette complexité, elle est présente partout et il va falloir s'adapter, il va falloir faire autrement. Et la meilleure preuve, c'est le Covid, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas tout. Le fait d'avoir cette complexité, il y a des choses très bonnes à apprendre. Exemple, en Algérie, et c'est le cas aussi dans nos pays voisins, dans les pays émergents, là, en Algérie, on a une population jeune et les lieux de travail, les entreprises, les organisations sont de véritables lieux de socialisation. Et il est important de pouvoir justement en tirer quelque chose de bénéfique et pour tout le monde. Et ce que disait en fait Sun Tzu par rapport justement au fait de s'adapter, de pouvoir justement capturer ces changements-là, c'est un grand dirigeant par exemple doit savoir l'art des changements. Donc il en parle en tant que art. En fait, ce qu'il dit, c'est de s'adapter à son environnement et à son temps en permanence et de manière fluide. Il donne exemple de l'eau. Quand vous prenez de l'eau, vous la mettez dans un verre, elle épouse les formes du verre. Quand vous prenez de l'eau, vous la mettez dans une bouteille, elle épouse les formes de la bouteille. L'eau, dans une rivière, elle épouse les formes des bords. Vous augmentez la température, elle s'évapore, elle se transforme. Vous la baissez, elle devient glace. Donc, il cite ça comme justement comme exemple pour le fait de s'adapter. Et j'ai envie de vous raconter en fait une histoire par rapport à ça, qui regroupe les trois, la confiance, qui retrouve le sens, et aussi l'adaptation. J'ai connu personnellement une expérience, en fait j'ai vécu une expérience en Algérie, quand on pouvait voyager, j'espère qu'on pourra revoyager prochainement, dans un restaurant en fait où j'étais super bien servi, et quand j'ai été super bien servi, ben je l'ai été par un serveur en fait qui travaillait dans un autre restaurant. Et cet autre restaurant, je le connaissais, j'ai déjà été à ce restaurant-là, et j'ai été super mal servi, et je me suis dit, ben, plus jamais je reviendrai à ce restaurant. Et j'étais agréablement surpris. Et du coup, j'ai cherché le naturel, et il revient au galop, j'ai voulu en savoir un peu plus, j'ai voulu discuter avec lui, il a bien voulu discuter avec moi. Et du coup, il m'a dit, ben, écoute, Rafik, effectivement, dans l'autre restaurant, ben, il y avait du contrôle et je n'étais pas moi. En fait, j'ai fait des études en tourisme dans une école en Kabylie, or que je me retrouvais en fait à faire une mission qui ne correspondait pas au pourquoi j'avais choisi ce métier-là. Moi, je voulais enchanter les clients, je voulais les ravir. Et dans ce restaurant-là, ben, quand je devais gérer une situation un peu délicate avec un client, je devais en référer au patron tout le temps. Et quand le patron n'était pas là, ben, je ne pouvais pas satisfaire les clients. Or que aujourd'hui, dans ce restaurant-là, si j'ai un problème avec un client qui n'aime pas un plat ou quoi que ce soit, je peux directement voir avec la cuisine pour voir comment on peut gérer le problème pour que justement le client soit ravi et soit enchanté. Comme on dit chez nous, le client 5-5, satisfait. Et du coup, c'était sa raison d'être. Et le manque de confiance, bah, ça l'impactait. Et du coup, si on creuse un peu ce cas-là, on va voir effectivement qu'il y a eu un problème sur au moins, si ce n'est pas les trois aspects. Je peux vous citer un autre exemple en Algérie également, et ça, c'est dans mon contexte, dans le sens où c'est dans mon environnement. Quelqu'un qui est architecte, qui a travaillé dans une entreprise, et dans cette entreprise-là, il n'avait pas de vision, et en plus de ça, elle ne pouvait pas exercer son métier tel qu'elle l'a appris, avec la créativité et tout ce qui va avec. Il fallait qu'elle fasse exactement ce qu'on lui imposait via des processus ou via le patron qui disait qu'il fallait faire X ou Y. Et en plus, ça allait plus loin que ça. C'est une question de valeur humaine. Par exemple, on lui disait de vendre une certaine qualité où la qualité n'était pas présente. Elle ne se sentait pas bien. Et elle a été obligée de démissionner. Tant pis pour cette entreprise. Et elle a justement maintenant trouvé une entreprise qui pratique du management agile sans même le savoir. Et maintenant, elle est heureuse dans ce qu'elle fait, elle est autonome et elle peut
s'adapter comme elle a envie, selon les clients, parce qu'elle a une conscience. Donc, elles se sont aujourd'hui respectées. Donc, la confiance, elle travaille également sur le respect, sur l'estime de soi. Et ça, aujourd'hui, l'Algérie fait face à ce changement-là comme dans tous les pays du monde. Certains en ont conscience, d'autres pas. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je vous ai raconté l'histoire de mon père. Là, maintenant, je vous raconte un peu l'histoire de ces messieurs que vous avez reconnus, l'émir Abdelkader et monsieur Aït Ahmed. Ce sont des grands leaders qui ont également su être exemplaires et ils ont également su s'adapter. L'émir Abdelkader, quand il a vu que les négociations ne fonctionnaient pas bien, il a dû s'adapter, changer, il a dû aller fédérer, donner du sens aux tribus, il a dû être exemplaire dans son traitement avec les prisonniers. Donc ça, c'est quelque chose que l'Algérie sait faire. La preuve, là, je vous vois tous derrière vos écrans, super contents et super ravis de voir ce monsieur-là. C'est mon coach préféré et je suis sûr et certain qu'il applique Sun Tzu et je pense qu'il y a de grandes chances qu'il a lu Sun Tzu, ce monsieur-là. Et on peut revenir sur les trois aspects. Bâtir la confiance avec l'exemplarité et l'empathie, oui. Aller chercher les joueurs là où ils sont pour les fédérer autour d'une vision, oui. L'adaptabilité, oui. J'ai regardé sa dernière interview qu'il a donnée et il a quasiment repris, notamment en fait ce que Sun Tzu disait. Il s'agit pour l'équipe de ne pas s'asseoir sur ses lauriers et sur sa victoire, sur sa deuxième étoile. Chaque nouveau match est un nouveau combat. Il faut se souvenir de l'effort qui a été mis sur la table et non pas rester sur cette victoire-là. Il faut aller en chercher d'autres. C'est ça l'agilité. L'agilité, c'est le contraire de réalité. Et vous le voyez, c'est que le leadership a une part importante de remettre l'humain au centre. Et dans l'agilité, c'est ce qu'on dit, remettre l'humain au centre. Je voudrais aussi, quand on parle d'agilité, de revenir sur l'aspect expérimentation. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, et là peut-être que ça va en choquer quelques-uns, mais l'agilité n'est pas une fin en soi. Il ne s'agit pas, en fait, de dire 0 ou 1. L'agilité, c'est des nuances. L'agilité, en fait, n'est pas d'appliquer un framework. Là, les frameworks qui sont bons, sauf que tous les modèles sont faux et certains sont utiles. C'est pour ça que je vous invite à voir d'autres mouvements, par exemple agnostique agile, qui l'indique très très bien. Je vous invite aussi à voir le mouvement Infinity avec Infinity Guide, qui est un moyen en fait de transition avec le fait de relier les problèmes d'entreprise à l'agilité. Je vous invite également à voir Modern Agile. Modern Agile, on commence par la sécurité psychologique, c'est-à-dire les responsables, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'autorité, ils sont dans l'obligation de mettre en place un cadre psychologique sécurisé pour que les gens puissent s'exprimer. Donc, il s'agit de construire l'agilité, votre propre agilité et l'agilité à l'algérienne. Oui, parce que la culture, elle est différente d'un pays à un autre. La culture agile est peut-être la même et c'est là où elle fait des mélanges magnifiques. C'est pour ça que je vous invite en fait à revenir à ce que je disais au début, c'est remettre l'humain au centre avec plus de confiance, plus de sens et plus d'adaptabilité. Et ça, c'est important de le garder en tête. Parce que aujourd'hui, la communauté agile, partout dans le monde, je considère personnellement qu'elle a une responsabilité, même si l'Agile Manifesto, je pense que c'est une robe qui est devenue trop petite à l'agilité, parce que l'Agile Manifesto parle de petites équipes et l'IT, sauf que l'agilité dépasse l'IT et dépasse les petites équipes. Et ça, il faut l'avoir en tête en fait. Il ne faut pas oublier que vous avez une communauté agile internationale qui aime aider. L'entraide, ça fait partie de l'ADN de la communauté agile internationale. Et ça fait partie de votre ADN à vous aussi qui êtes connectés aujourd'hui derrière vos écrans. Donc, vous pouvez faire appel aux membres, par exemple, du collectif Agile Algérie, qui sont des personnes
Là, la preuve aujourd'hui de nous avoir réunis comme ça bénévolement, c'est magnifique. Vous pouvez leur faire appel pour justement développer vos compétences et être beaucoup plus curieux. Et si vous avez cette responsabilité au sein de votre entreprise, vous avez le choix entre lire Sun Tzu et lire les 5 bouquins que je me suis un peu tapé depuis quelques temps, c'est pas récent, ou vous pouvez aussi vous former. Il y a des formations soit gratuites si vous n'avez pas les moyens de le faire, ou justement faire appel à des coachs tels que Toufik, par exemple, qui fait un travail extraordinaire en Algérie avec des formations hyper dynamiques. Donc tout ça pour vous dire en fait que vous pouvez lancer des choses. Et chacun d'entre vous derrière son écran aujourd'hui, je vous invite à vous poser la question. Si ce que je vous ai dit aujourd'hui a du sens pour vous, qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui dans ce sens-là pour plus de partage, pour construire la communauté? La communauté algérienne aujourd'hui, c'est-à-dire vous et nous tous, on a une responsabilité. On a une vision, en fait, d'inverser la tendance dans le monde du travail et de rendre le travail agréable. Et ça, je pense que c'est de notre responsabilité. Et là, un monsieur aussi qui a une histoire avec l'Algérie, le grand Adiba, Nelson Mandela, qui a dit qu'une vision, en fait, qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Une action qui ne déroule pas une vision n'est que du temps perdu. Une vision suivie d'action peut changer le monde. Donc, la communauté internationale change le monde du travail aujourd'hui. En France, j'ai discuté récemment avec justement quelques acteurs, par exemple Eric, où on disait que la communauté agile en France, elle a changé des choses, elle a changé l'environnement du travail. Et je pense que la communauté algérienne, donc vous en êtes capable en Algérie de ce changement-là, d'offrir quelque chose de différent aux générations futures. On leur doit ça. Vous pouvez lancer des initiatives, vous pouvez lancer des blogs, vous pouvez lancer des vidéos. Vous avez Judy Kael, par exemple, qui tout à l'heure, qui va donner une conférence, qui se fera un plaisir de vous aider pour lancer des chaînes ou un blog. Et c'est également le cas pour Jean-Pierre Lambert, qui est aussi dans le partage. Donc, n'hésitez pas, en fait, n'hésitez pas à faire appel à cette communauté-là, n'hésitez pas à faire appel au collectif qui fait des choses magnifiques. Et je pense que c'est à votre portée, c'est à notre portée. En fait, ensemble, je pense que tout est possible. Et Nelson Mandela nous l'a dit, en fait. Hein. Il a libéré un pays du fond de sa cellule. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, en fait. Et la force de la communauté agile, elle est dans cette communauté-là, justement. Et si vous en avez en plus l'autorité dans vos organisations, c'est-à-dire si vous êtes manager, si vous êtes responsable d'équipe, si vous êtes chef, si vous êtes chef de département, directeur de département, je le dis et j'assume entièrement, vous avez également cette responsabilité-là pour aller de l'avant, changer les choses, c'est-à-dire ne pas faire comme d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il ne faut pas faire comme d'habitude. Et ça, je l'ai dit tout à l'heure, on les doit à ces bouts de chou, on les doit à justement à je sais pas. On les doit justement à cette génération future, à, à la génération qui vient. On leur doit un autre environnement. Et pour ça, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'est en phase avec vos valeurs et j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Et je suis là justement pour répondre à vos questions. Et je viens de m'apercevoir de la petite fenêtre. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Non. OK. Je suis à votre écoute. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup Rafik. Merci pour cette keynote d'ouverture. J'espère chers participants, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura ouvert l'appétit pour le reste de l'événement, donc pour les conférences qui arrivent, pour les retours d'expérience qui arrivent et pour les workshops qui arrivent également. Effectivement, Rafik, donc on a quelques questions de nos chers participants. On a une première question qui nous dit, tu avais évoqué précédemment 15%, 15%, ça représente quoi exactement?
Ça, en fait, les sondages Gallup, ils demandaient à la force salariale, donc du coup aux employés, sur la base de quelques questions pour savoir si ils étaient engagés dans leur travail ou pas. Et ce n'est pas uniquement le seul aspect. L'aspect de ce sondage-là portait sur l'engagement, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a d'autres aspects comme la motivation et comme la satisfaction qui ne sont pas pris en compte. Et d'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir des chiffres dans ce sens. Donc, 15% des sondés, en fait, se sont engagés dans le travail. Et on a 70% de personnes qui ne se sont pas engagées et même 15% qui sont activement désengagées. C'est-à-dire travailler sur le désengagement avec les autres, en fait. Et ça, c'est une catastrophe pour les entreprises et pour le travail. Et alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Parfait, merci, merci Rafik. Nous avons une autre question, Rafik, c'est donc il y a une personne qui nous dit quel autre livre nous conseillez-vous? D'accord. Est-ce que c'est en relation avec Sun Tzu? Alors, avec Exact, Sun Tzu, il y a c'est quelqu'un. ça. D'accord. En fait, il y a les 36 stratagèmes justement qui parlent d'appliquer Sun Tzu. Personnellement, je suis en train d'en rédiger un. Il y a aussi un autre livre qui est le leadership avec Sun Tzu, qui est un peu, qui est un livre anglais. Je vous le conseille également. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi sur ce genre de questions aussi. Je pourrais vous donner directement les références. Mais oui. Alors, il est là. Par exemple, celui-là. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Donc là, c'est comprendre et appliquer Sun Tzu. Très bien. Bien, merci Rafik. Merci Rafik. Donc, nous arrivons au bout de cette keynote. Merci encore à nos participants. Donc, je vous invite maintenant à donc reprendre votre agenda et vous diriger sur soit un retour d'expérience ou une conférence ou un workshop.